Dimanche 14 septembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Dans moins de 24 heures, enseignants et apprenants vont reprendre les chemins des classes sur l'ensemble du territoire national. Selon le gouvernement, toutes les dispositions sont prises pour une bonne rentrée scolaire. Dans le grand format de ce dimanche, nous allons faire le point des préparatifs de cette rentrée dans les universités, surtout celles privées. Quelles sont les dispositions prises pour accueillir le grand flux de bacheliers enregistrés cette année et quelles sont les attentes de ces universités vis-à-vis du gouvernement, sans oublier bien évidemment les examens nationaux en cours. Nous allons en parler avec le président de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur, UNEPES Bénin. Vigilaï sera donc sur ce plateau pour nous parler des défis qui attendent d'être relevés. L'invité média de ce dimanche nous vient du quotidien Le Matinal, Sergino Locosu, on l'appelle. Avec lui, nous parlerons de la dernière sortie médiatique de l'ancien président de la République, Boniaï, au sujet de la désignation du candidat de l'opposition pour la présidentielle de 2026. Il se veut rassurant pour un choix consensuel. Aussi demande-t-il de prier pour les 28 députés du groupe parlementaire Les Démocrates. Quelle lecture faire de ces déclarations? Sergino Locosu nous donnera son point de vue et il se prononcera également sur la rentrée scolaire 2025-2026 et l'opération de libération des espaces publics par la police républicaine, une opération qui a enregistré par endroits des actes de violence sur les populations. Le porte-parole de la police républicaine a annoncé des sanctions contre les agents qui auraient fait preuve d'excès de zèle. Il exhorte aussi les populations à coopérer pacifiquement. Nous allons en parler avec notre invité média. L'artiste de ce dimanche n'est pas une chanteuse, mais plutôt une comédienne. Elle totalise déjà 25 ans de vie de scène. Elle a commencé avec le théâtre, puis des publicités et enfin des films. Hors de nos frontières, elle donne facilement vie aux personnages qu'elle incarne dans le grand format de ce dimanche. Nous allons la découvrir hors scène, mais bien évidemment sous les projecteurs. Il s'agit de Djessoufemi Grace Agnella, beaucoup plus connu sous le nom de scène Tata Grace. Voilà pour les grandes articulations de cette émission que nous démarrons par le journal. Au sommaire de ce journal, tous les enfants du Bénin se préparent pour retourner en classe. À quelques heures de la rentrée scolaire, le chef du 8e arrondissement de Cotonou a pensé aux écoliers issus des familles en difficulté financière de son territoire de compétence. Il a fait don de kits scolaires à plusieurs enfants ce jeudi. Les détails dans un instant. Du côté de la Sénat, un pas important vient d'être franchi dans le processus électoral en cours. La Commission électorale nationale autonome a clôturé ce vendredi le processus de retrait des formulaires de parrainage. Les tout derniers à s'acquitter de cette obligation à la Sénat ont tous salué un processus fluide et sécurisé. Nous parlerons aussi du maire de Cotonou qui a rencontré ce vendredi les agents de la mairie. Luc Satondia-Tropo leur avait fait la promesse de cette rencontre qui fait suite à une autre en cours, au cours de laquelle plusieurs préoccupations ont été soulevées, notamment en ce qui concerne les conditions de travail des agents. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. À quelques heures de la rentrée scolaire, le chef du 8e arrondissement de Cotonou a pensé aux enfants issus des familles en difficulté financière de son territoire de compétence. Il a fait don de kits scolaires à bon nombre de ses enfants jeudi dernier. Retour sur les temps forts de l'événement. Les parents d'élèves du 8e arrondissement de Cotonou n'ont plus à se plaindre en cette veille de la rentrée scolaire 2025-2026. 1000 kits scolaires ont été distribués aux apprenants issus des familles démunies et venus de toutes les écoles publiques de cet arrondissement. Notre geste d'aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement du social prôné par le chef de l'État, Monsieur le Président Patrice Talon, à qui nous disons merci pour ses nombreuses actions salvatrices en faveur de l'éducation des filles du Bénin. En choisissant donc de distribuer ces kits scolaires aux apprenants issus des familles démunies du 8e arrondissement de Cotonou, mes partenaires et moi voulons soulager les peines de ces nombreux parents qui n'ont plus le sommeil facile
et qui manquent de moyens pour faire face aux charges liées aux fournitures scolaires de leurs enfants. Dans cette œuvre de charité, Alain Kossi-Baguidi a reçu l'appui de ses partenaires chinois, de ses pairs et de la mairie de Cotonou. Le CIA nous a fait appel dans le cadre de la rentrée scolaire 2025-2026. Je crois que c'est légitime et nous avons répondu. Et nous nous promettons que chaque année, nous allons toujours faire l'effort de l'accompagner dans ses idées. Chers parents d'élèves, au nom du maire, je vous demande de bien vouloir suivre les enfants à la maison afin que la formation reçue dans les écoles soit bien suivie. Le kit est composé d'un sac d'écolier, de cahiers et de tous les accessoires nécessaires pour une bonne reprise des classes. L'État aussi sacrifie une fois encore à la tradition de distribution des kits scolaires aux apprenants sur l'ensemble du territoire national. Et cette année, cette campagne nationale de distribution de kits scolaires a été officiellement lancée à Lalo dans le département du Koufo. Voici le reportage de Narcisse Alossé. À l'EPP, pas ça quand même. C'est un geste cyclique qu'effectue annuellement le gouvernement à l'orée de chaque année scolaire. Des kits scolaires acquis avec l'aide des partenaires techniques et financiers et distribués aux apprenants. Les enfants d'aujourd'hui étant les adultes de demain, c'est maintenant ou jamais qu'il faudrait œuvrer inlassablement à éclore en eux leur potentialité, de sorte à leur procurer les ressources dont ils ont réellement besoin pour prendre place au panthéon des acteurs qui portent et donnent de la visibilité à un développement intégral et équilibré de la nation. Au total, 192 800 kits scolaires sont mobilisés pour être distribués aux écoliers et élèves, en majorité des filles sur l'ensemble du territoire national. Objectif, leur permettre de commencer l'année scolaire 2025-2026 dans de bonnes conditions. Notre cœur est plein de joie et nous disons un grand merci à son Excellence, le président de la République, Monsieur Patrice Talon. Chers récipiendaires, ce que l'État attend de vous, c'est l'utilisation judicieuse des 10 kits en vue de produire d'excellents résultats scolaires, grâce auxquels les donateurs seront davantage motivés pour aller au-delà du nombre d'enfants et du montant cumulé actuel. D'un coût global de plus de 950 millions de francs CFA, ces kits scolaires sont destinés à 190 800 apprenants. Tout en saluant cette dynamique en cours au Bénin, le porte-voix des partenaires a souhaité qu'il y ait une ouverture de mobilisation vers tous les acteurs du système éducatif béninois. Cette ouverture est essentielle pour pérenniser et amplifier l'impact de notre opération. Elle constitue une opportunité de faire de la distribution des kits scolaires chaque année une véritable initiative nationale et collective. Les bénéficiaires de cet élan de cœur sont issus aussi bien des milieux favorisés que vulnérables et des conditions aussi épanouissantes que difficiles. La finalité, amoindrir aux parents les dépenses liées à l'achat des fournitures scolaires. Revisiter les grandes lignes de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC 2024 à 2033, c'est l'exercice qui était au cœur de la rencontre entre les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et leurs partenaires. C'était ce vendredi au Palais des Congrès de Cotonou, une rencontre marquée par la remise de documents aux membres du comité interministériel. Voici le compte-rendu. La politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC 2024-2033 est un instrument destiné à faciliter l'atteinte des objectifs de développement fixés par le gouvernement en faisant du territoire un levier de développement. Mieux cerner les grandes lignes de ce document. C'est l'objectif de cette rencontre à laquelle participent les cadres à divers niveaux du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et d'autres acteurs impliqués dans le processus. C'est un document de référence et donc ça servira de référentiel. Je pense qu'au niveau de chaque département, et les préfets
et leur administration veilleront quand même que tout ce qui s'élabore au niveau des communes puisse quand même s'aligner sur ce document et ne devrait en aucun cas prendre le contre-pied de ce document. C'est un mécanisme très fort qui permet au niveau local, au niveau communal, de respecter les orientations nationales pour que la fourniture de l'eau, les pistes rurales, l'agriculture, l'électricité, tout ce que vous voyez au niveau local puisse bien donc se dérouler. Fruit d'un long processus démarré en 2017, l'élaboration de la PONADEC 2024-2033 a bénéficié de l'expertise de 12 spécialistes de la thématique. Le processus adopté s'est déroulé suivant une démarche participative et interactive, ce qui a abouti à l'obtention d'un nouveau document dont la vision s'intitule comme suit. À l'horizon 2033, les communes du Bénin sont des espaces bien gouvernés, à économie prospère pour un développement harmonieux et équilibré du territoire national. Pour l'atteinte de cette vision, 5 orientations stratégiques sont retenues. À chacune de ces orientations correspond un objectif stratégique et un programme. C'est cette remise symbolique du document aux membres du comité interministériel qui a mis fin à la rencontre. Le porte-parole de la police républicaine était face à la presse ce vendredi 12 septembre 2025. Au cœur des discussions, l'usage excessif de force observé dans les récentes opérations de libération des espaces publics. Selon la haute hiérarchie de la police républicaine, les agents qui ont fait preuve d'excès de zèle sont punis conformément aux tests en vigueur. Aussi, la police républicaine rappelle aux populations d'accompagner cette opération en libérant volontairement les espaces publics comme convenu afin d'éviter toute forme de contrainte dans le strict respect des tests en vigueur au Bénin. Voici un extrait du message délivré par le commissaire-major Éric Oru-Yirima, porte-parole de la police républicaine. Dans un communiqué daté du 19 août 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a évoqué la réoccupation anarchique des espaces publics précédemment libérés, la circulation anarchique des véhicules à bras sur les axes asphaltés et leurs trottoirs, l'exposition anarchique des pneus usagés le long des artères, la divagation des animaux domestiques dans les grandes villes, l'émergence des urinoirs improvisés à ciel ouvert dans les espaces publics. Face à ces constats, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a instruit la police républicaine d'agir de façon coordonnée avec les acteurs pour préserver l'ordre public. Mais le centre de cette prescription n'a pas été très bien cerné par plus d'un, ce qui donne lieu à des interprétations aussi nombreuses que divergentes. Certaines allant jusqu'à conjecturer qu'elle donnerait plein pouvoir aux fonctionnaires de police d'abuser des populations. Une telle interprétation est évidemment erronée car la priorité de la police républicaine dans l'application de ces instructions, c'est la préservation de l'ordre public et non l'usage excessif de la force. L'accent est donc mis sur la discipline, la coopération et la compréhension mutuelle. Les populations sont donc invitées à mettre fin à ces violations et à coopérer activement avec les services de la police républicaine chargés d'assurer l'ordre public. Les cas de déviance observés dans la mise en œuvre de ces prescriptions ont fait l'objet de sanctions. Le directeur général de la police républicaine attache du prix à la bonne exécution des missions de police et à la qualité des services fournis par les fonctionnaires de police. Parlons à présent du maire de Cotonou qui a rencontré ce vendredi les agents de la mairie. Luc Satondiatropo leur avait fait la promesse que de cette rencontre qui fait suite à une autre au cours de laquelle plusieurs préoccupations ont été soulevées, notamment en ce qui concerne les conditions de travail de ces agents. Les détails dans ce reportage. Je suis là pour rendre hommage à vos responsables
Le maire Luc Setonji Atropo honore sa promesse de rencontrer à nouveau ses collaborateurs que sont les agents de la mairie de Cotonou. Lors d'une précédente rencontre tenue il y a quelques jours, ces agents avaient émis plusieurs doléances relatives à l'amélioration de leurs conditions de travail. Les instructions données au conseil de supervision dans ce cadre produisent déjà leurs premiers résultats et la municipalité s'en félicite. L'objectif, c'était de les rassurer pour dire que le conseil de supervision est soucieux de l'amélioration de leurs conditions de vie. Et nous avons rassuré le personnel pour dire que certains pans de leurs doléances sont pris en compte et que le conseil de supervision va statuer à nouveau sur certains volets à venir. Un personnel qui est épanoui donne de meilleurs résultats. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la ville de Cotonou est engagée dans des réformes également, et engagée dans les investissements pour être au diapason de ce qui se fait dans le Bénin aujourd'hui avec le gouvernement du président Patrice Talon. Donc nous avons tout intérêt à faire en sorte que le personnel soit motivé, soit épanoui pour donner le meilleur des résultats pour le profit des populations de Cotonou. À travers ces kits scolaires, la mairie de Cotonou apporte un soutien symbolique à ses agents, dont les enfants pourront désormais aborder la nouvelle année scolaire dans de meilleures conditions. On sait que les parents font déjà le nécessaire pour leurs enfants, mais symboliquement, nous avons décidé de faire un accompagnement. Et je dirais bonne rentrée à nos enfants et aux parents aussi, parce que quand les enfants commencent la rentrée, quelque part, les parents aussi font la rentrée, puisque c'est eux qui sont d'abord stressés et qui se préoccupent des conditions dans lesquelles les enfants vont démarrer la rentrée. Donc nous souhaitons une bonne rentrée. Le souhait des responsables de la municipalité est que les écoles qui sont sur le territoire de la ville de Cotonou produisent les meilleurs résultats aux différents examens à venir. Encore un pas important franchi dans le processus électoral en cours. La Commission électorale nationale autonome Sénat a clôturé ce vendredi le processus de retrait des formulaires de parrainage. Les tout derniers à s'acquitter de cette obligation à la Sénat ont tous salué un processus fluide et sécurisé. Virgile Rodagnon pour les détails. Vendredi 12 septembre 2025, fin du processus de retrait des formulaires de parrainage à la Commission électorale nationale autonome. Les 109 députés et les 77 maires ont tous retiré leur formulaire de parrainage. Rufino d'Almeida de Boycon, Ignace Ouro de Copargo et Aldo Ndakwagu de Bokombe font partie des tout derniers à s'acquitter de cette obligation. Le processus est fort simple. Pas du tout compliqué. Nous avons un personnel qui met à l'aise, qui reçoit convenablement. Et je crois que ça augure de très bonnes élections à venir. Je voudrais remercier les cadres de la Sénat pour le dispositif mis en place qui permet à chaque ayant droit de rentrer en possession de son formulaire de parrainage dans un temps raisonnable. La Sénat se dit satisfaite du déroulement de ce processus démarré le 2 septembre 2025. L'ensemble des processus de gestion des parrainages a été entièrement numérisé via la plateforme e-parrainage, une innovation introduite par la Sénat pour plus d'efficacité, de transparence et de sécurité. Tous ont salué positivement la qualité et la sécurité du dispositif mis en place et je tiens à les remercier chaleureusement pour leur sens de responsabilité et leur collaboration. Leur satisfaction est pour nous une précieuse reconnaissance de nos efforts. La Sénat entend poursuivre la modernisation des processus électoraux en lançant dans les tout prochains jours la nouvelle version de la plateforme e-déclaration, un outil informatique du processus d'enregistrement et de gestion des déclarations de candidature. Cette activité sera accompagnée d'une formation au profit des techniciens des partis politiques afin de garantir une exploitation optimale du système et une appropriation efficace de la plateforme. Au dire du président de la Sénat, les mois d'octobre et de novembre 2025 seront essentiellement marqués par l'enregistrement et le traitement des dossiers de déclaration de candidature pour l'élection présidentielle et les élections législatives et communales de 2026.
En visite au Bénin depuis quelques jours pour explorer les opportunités d'échanges commerciaux et d'investissement, la mission économique et commerciale néerlandaise a rencontré les promoteurs des petites et moyennes entreprises spécialisées dans les domaines de l'agriculture et de la gestion de l'eau. Une rencontre B2B qui va permettre aux deux parties de nouer des partenariats. À l'initiative, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Suivant. Les Pays-Bas envisagent de mettre leur expertise et leur potentialité dans les domaines de l'agriculture et de la gestion de l'eau au service du Bénin. La mission économique et commerciale néerlandaise en visite sur la terre des Amazones a échangé avec les promoteurs des petites et moyennes entreprises spécialisées dans ces deux domaines. En perspective, des partenariats à nouer pour le transfert de technologies et de compétences. L'idée est que les entreprises parlent sur des opportunités pour améliorer leur business, identifier possibilités dans les marchés, quels sont les services et les produits qui sont intéressants pour notre partenaire au Bénin. Cette initiative des Pays-Bas est le résultat d'une nouvelle stratégie de coopération dont la mise en œuvre va permettre de mieux booster le développement de l'agriculture et de l'eau dans ces deux pays. Témoins et bénéficiaires de cette rencontre, les promoteurs des petites et moyennes entreprises la souhaitent pérenne. En tant qu'entrepreneur agricole, il est important de rencontrer d'autres entreprises qui font déjà dans la même chose que nous, mais sous différents cieux. À l'issue de cette rencontre, je dirais beaucoup plus que j'ai eu des contacts très très précieux qui vont certainement aider déjà dans ce que je fais et qui vont me permettre d'avoir un meilleur angle de vue par rapport à ce que je fais déjà, toujours pour améliorer ce que je fais quotidiennement dans le secteur de l'agriculture. De ces activités, nous en avons besoin au Bénin. Le Bénin d'aujourd'hui en a besoin parce que, vous savez, quand on parle de développement, de la croissance du Bénin, ce sont ces types d'activités qui confirment effectivement que le Bénin est en train de se développer à une vitesse grand V. Et donc j'en appelle de toutes mes forces qu'il nous faut de ce type d'activités, de ce type de rencontres pour nous permettre non seulement de vendre notre pays et en même temps de profiter pour exposer les besoins réels que nous avons pour accompagner le développement de notre pays. Cette rencontre B2B témoigne de la volonté du Bénin et des Pays-Bas à renforcer leur partenariat économique pour le bien-être des populations et le développement des deux États. En image à présent, SOS Village d'enfants Bénin lance officiellement sa campagne nationale de collecte de fonds dénommée Cœur solidaire, enfants rayonnants. C'est à travers une conférence de presse organisée ce jeudi 11 septembre au village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi. L'initiative qui démarre ainsi s'étendra jusqu'au 21 décembre 2025 et a pour ambition de mobiliser 60 millions de francs CFA de dons volontaires afin d'assurer un avenir meilleur aux enfants et jeunes en situation difficile. C'est la fin de ce journal. Nous ouvrons la deuxième partie de cette émission avec l'invité de la semaine. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abomey-Calavi pour suivre cette affiche entre les requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin.
On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Eh bien, je l'ai annoncé en début d'édition, les écoles, les lycées et les universités ouvrent à nouveau leurs portes ce lundi 15 septembre 2025 sur l'ensemble du territoire national. Selon le gouvernement, toutes les dispositions sont déjà prises pour une bonne rentrée scolaire. Dans le grand format de ce dimanche, nous allons faire le point des préparatifs de cette rentrée dans les universités, surtout celles privées. Quelles sont les dispositions prises pour accueillir le grand flux de bacheliers enregistrés cette année et quelles sont les attentes de ces universités vis-à-vis du gouvernement, sans oublier bien évidemment les examens nationaux en cours. Nous allons en parler avec le président de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur, UNEPES Bénin. Bonsoir M. Virgile Aïe. Bonsoir, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, moi aussi. La rentrée académique 2025-2026 démarre officiellement demain, lundi 15 septembre. Quelles sont déjà les dispositions prises par les universités privées pour assurer un bon démarrage de cette nouvelle année universitaire? Merci, M. Gaba. Merci pour avoir pensé à l'Union nationale des établissements privés de l'enseignement supérieur, partie prenante du système éducatif national. Ouais. Et nous sommes à la veille, effectivement. Nous avons contribué et nous avons été associés activement à la préparation du programme annuel, donc du calendrier. D'accord. Nous avons validé et nous sommes prêts. Ce ne sera pas de la même façon que nous réagirons ou que nous progresserons en rapport avec ce qui se passe dans l'enseignement secondaire et l'enseignement primaire. En fait, il y a une spécificité pour l'enseignement supérieur privé, c'est que nous sommes actuellement en examens nationaux. Nous venons de finir la phase des licences hier seulement et nous allons aborder jusqu'au mois d'octobre-novembre la phase des masters. Ça paraît un peu curieux, n'est-ce pas? Ouais, c'est certain. Nous allons en parler même tout à l'heure, voilà. Justement. Et déjà, j'aimerais bien vous demander quelles sont les mesures qui sont mises en place pour accueillir les nouveaux étudiants, parce que certainement, les nouveaux étudiants sont déjà à vos portes. Quelles sont les mesures déjà prises pour faciliter leur intégration, l'accueil, l'orientation et tout ce qu'on sait? Alors, comment ça se passe à nos portes? Nous avons pour l'instant les étudiants régionaux et quelques étudiants nationaux, mais très peu, parce qu'ils attendent généralement la répartition du ministère de l'enseignement supérieur. D'accord. Et cette répartition, la première mouture a été rendue publique hier. Et généralement, on attend les défections pour réajuster. Et puis après, la liste est définitive. Ouais. C'est seulement après cette liste définitive que les jeunes, les nouveaux bacheliers se ruent vers le privé, les établissements d'enseignement supérieur privés, pour essayer de se caser. Et, sauf quelques-uns dans le secteur privé, enfin dans le groupe des entrepreneurs de l'éducation pour l'enseignement supérieur, nous avons des spécificités, des spécialités qu'on ne retrouve pas forcément dans le public. Et pour ceux qui sont informés, ils commencent à s'inscrire déjà au lendemain des résultats du baccalauréat. Donc le processus a commencé timidement au mois d'août. Et pour la préparation, vous étiez en train d'en parler. Et fin juillet, déjà début août, la Direction générale de l'enseignement supérieur a procédé à des inspections de préparation et d'accompagnement des établissements privés. Et juste après cela, on a laissé la semaine ou les semaines pour accompagner ceux qui sont en attente des examens privés. Et dans nos préparations pour la rentrée,
il est souvent procédé de sorte que la rentrée démarre sans les premières années d'abord. Parce que le temps qu'on finisse tout ça, on se retrouverait en octobre. Hein. Et pour ne pas perdre du temps et respecter le calendrier, on commence donc par ceux qui sont déjà en place. Souvent, ce sont les troisièmes années de licence. Les troisièmes années de licence qui, dès les premiers jours, découvrent leur environnement, la liste de leurs enseignants, et les programmes et les agendas. Et ils commencent timidement, première, deuxième semaine, et la vitesse de croisière est atteinte dès la fin du mois de septembre. Oui. Est-ce que déjà sur le plan infrastructurel et logistique, les établissements sont-ils réellement prêts? Parce que là, nous parlons d'université, il y a les laboratoires, il y a les salles de cours, les bibliothèques. Est-ce que véritablement les universités privées sont prêtes? Alors, on n'est jamais complètement prêt parce que c'est un système d'amélioration continue et nous sommes tous engagés dans la démarche qualité. Le plus gros est fait pour de toute façon les établissements, parce qu'il faut avouer que au nombre de ceux qui prétendent, ceux qui se prévalent être de l'enseignement supérieur, et nous ne sommes pas tous unanimes. Et c'est ce qui fait notre talon d'Achille au niveau des instances de décision, parce que toutes les fois où nous avons eu l'occasion d'aller vers les autorités les plus élevées du pays, on n'a pas eu le courage de confirmer la séance, dans la mesure où, dans nos rangs, il y a quand même des gens qui se sont introduits inféodés, qui ne répondent pas aux critères, et donc qui sont en embuscade. Et puis tous ceux qui sont réguliers, autorisés, puis agréés, sont plutôt sous la pression, parce que volontairement, ils se disent il faut adhérer aux exigences de l'autorité de régulation. Et donc pour ceux-là, le maximum est fait. Le maximum est fait, aussi bien sur le plan infrastructurel. Je vous ai dit tantôt que la Direction générale de l'enseignement supérieur est passée pour faire des points. Et on a des relances régulières du ministère de la ministre, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, à travers son cabinet. Et nous pensons que nous sommes assez près. La crainte est que nos attentes ne soient pas comblées et que nous n'ayons pas les effectifs qui vont suivre. Parce que vous savez, avec la crise conjoncturelle qui s'est installée de par le monde, beaucoup de gens, c'est le secteur privé, ce n'est pas trop cher, mais ce n'est pas à 0 francs non plus. Et par rapport à ça, les parents sont de moins en moins disposés ou en position de faire face aux charges. Oui. Avant de parler justement de vos attentes, on observe une volonté d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur au Bénin. Comment l'UNIPES s'implique-t-elle dans cette démarche? Alors, pour répondre à votre question, il faut aller à la genèse de l'UNIPES. Il y a quelques années, jusqu'en 1997, à l'arrivée du régime de la rupture, il y a eu des constats. On était plus de 300 établissements privés d'enseignement supérieur et les mêmes avaient des appellations aussi diverses que variées, des contenus pour les mêmes spécialités qui étaient variables et les niveaux, les standards étaient complètement déséquilibrés, asymétriques. Et à partir de ce moment, le gouvernement a demandé de résoudre d'abord le problème de la multiplicité des associations de coordination. Nous nous sommes donc arrangés pour avoir l'Union nationale des établissements privés de l'enseignement supérieur où les représentants de la plupart des établissements qui tiennent la place et les positions sont présents. Ces établissements donc disposent à peu près de 90% des effectifs inscrits et sont presque tous agréés. Parce que vous savez, il y a plusieurs statuts. Il y a le statut
de la création, le statut d'ouverture et le statut d'agrément qui est actuellement le plus élevé. Et pour finir, ce sera le statut de l'homologation. Donc au niveau de l'UNEPES, on fait en sorte que la qualité et la sûreté, l'éthique soient de la partie. Oui. Et nous avons... Déjà, quelles sont les initiatives spécifiques que vous avez prises pour renforcer la qualité de l'offre, notamment en ce qui concerne le corps professoral, mais aussi les programmes d'études? Ah oui. Alors, aujourd'hui, le plus important est de savoir quel programme d'études il faut prendre, et c'est en fonction du programme d'études qu'il faut cibler les enseignants. Il ne faut pas aller prendre les enseignants et après se mettre dans des programmes. La difficulté que nous avons aujourd'hui est la quasi-uniformisation qui nous est imposée pour régler les problèmes que j'avais évoqués supra. Et par rapport à ça, donc depuis 10 ans, depuis 9 ans, on est en train de faire la énième session des examens nationaux. Et par rapport aux examens nationaux, on est dans une situation, comme je le disais, qui ne permet pas d'améliorer le plateau et d'améliorer les programmes. Pourquoi? Il faut faire en sorte qu'il y ait justice, puisque l'État ayant décidé d'évaluer tout le monde, l'État va imposer la composition à tous les niveaux. Mais dans le privé, vous savez, dans le privé, c'est la compétition permanente. Et c'est le fer de lance, en fait, dans tous les pays au monde, même si on se le refuse par orgueil ou par médiocrité parfois, ou par manque de compréhension. Quelque chose se passe aujourd'hui à New York, à Lyon ou à Paris, le privé s'arrange pour se mettre au pas. Parce qu'après, on est membre de fêtières internationales. Il ne faut pas qu'on aille là-bas baisser la tête. Mais comme il s'agit de faire composer tout le monde au même standard, vous convenez avec moi que le programme sera à la hauteur du moins performant qui soit tenu dans la moyenne. Oui, pourquoi précisément le moins performant? Ah oui, parce que si vous mettez la barre très haute, beaucoup vont tomber, vont s'éliminer d'eux-mêmes. Ouais. Et après, ça posera des problèmes. Vous avez bien fait de parler des examens nationaux qui se déroulent en ce moment même. Comment se passe la participation des établissements privés et à ces évaluations? Puisque nous avons également remarqué que jusqu'à présent, il y a certaines universités privées qui continuent de délivrer leurs diplômes de façon parallèle. Oui. Alors, il y a ce problème. Je voudrais d'abord dire que pour les examens nationaux, nous avons pu établir un consensus où nous participons tous et donnons nos avis. Mais après tout, il s'agit de la chose de l'État. Voilà. Et certains établissements, par exemple, qui sont en tête de file, sont obligés à un moment donné d'arrêter le programme progressiste et avancé qu'ils ont pour revenir au niveau des programmes locaux homologués. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une injure, ce n'est pas de la moquerie. Mais il faut se dire que tous les programmes, ceux qui sont par exemple antiques... C'est pour que l'État, c'est pour que l'autorité soit plus regardante quand même. Mais oui, mais si vous fabriquez après pour le besoin d'être regardant et d'assurer, vous fabriquez après des gens qui sont démodés depuis 5-6 ans. Pour l'éthique, par exemple, c'est tous les 6 mois que les programmes changent. Et il faut pouvoir aller à ce rythme. Dans le secteur privé, certains établissements ont des structures légères et qui anticipent. Et ces établissements arrivent à suivre tous les 6 mois. Mais l'ensemble ne peut pas suivre. Et comme l'ensemble ne peut pas suivre, on ramène le programme à la moyenne. Et ça, c'est le premier constat. Le second constat est que effectivement, pour aller, on est dans le système LMD. Il faut qu'on le comprenne. Les gens, en fonction de leur position, de leurs intérêts, se mettent à combattre. Quand ça les arrange pour aller en mission et prendre des millions chez les partenaires, frais d'avion, dans les hôtels et autres, ils sont contents, c'est le LMD. Le LMD dit bien qu'il faille avoir des crédits transférables. Et donc, un certain volume d'heures et des critères de validation. Une fois que vous avez validé, en licence par exemple, les 180 crédits, l'établissement est le seul à même
de vous délivrer un document. On nous dit de dire c'est une attestation, c'est vrai, pour prévenir tout ce qu'on a connu, parce que des kidams se sont levés et ont délivré à tour de bras des diplômes. Justement, est-ce que c'était pas pour assainir justement ce milieu où des apprenants se sont retrouvés avec des diplômes qui ne tiennent véritablement pas pas la route. Mais il y avait une autre solution qui est universelle. On ne finira jamais de combattre les diplômes. Même les pays les plus avancés mettent des faux diplômes à des gens qui veulent promouvoir dans les buts que vous connaissez aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme et autres, et ils envoient les gens. Et il y a également la mauvaise foi. Mais à partir du moment où quelqu'un met son établissement et donne des diplômes, sur le marché, il est dédié. Et une fois que tu es dédié, c'est ta marque et ton label qui tombent. On aurait dû travailler sur ça et dire, par exemple, combien l'établissement Epsilon, combien de gens ont réussi au concours d'entrée à la fonction publique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est un véritable challenge. Dans les concours qui sont devenus très transparents, il faut le reconnaître, pour accéder aux fonctions de l'administration, le secteur privé n'a pas à se faire de soucis. Et dans certaines spécialités, on écrase. Il n'y a rien à faire. Ce que les gens oublient également, beaucoup d'entre nous sommes du secteur public dans les pays d'où nous venons ou d'où nous avons appris à travailler. Ce qu'ils oublient également, c'est qu'il y a des établissements du secteur public ici, des EPS comme on nous appelle, qui collaborent beaucoup avec la haute administration dans des domaines très spécifiques et très pointus. Et ça voudrait dire que la question de rester ad vitam aeternam, à dire que c'est le diplôme de l'État qui pourrait sécuriser, on va être en train de sécuriser, mais par finir, il y a d'autres travers. Des gens ont trouvé, par exemple, l'occasion de court-circuiter tout le monde et de créer des écoles de travaux dirigés. Et ceux-là, les gens ne vont pas à l'école, on leur donne les travaux dirigés et on appelle certains enseignants qui sont très présents dans le groupe de ceux qui choisissent les épreuves. Il a fallu, c'est devenu un casse-tête pour la direction générale des examens, la direction des examens et la DGES. On a plusieurs fois balayé les équipes, mais ça prospère toujours. L'année dernière, c'est beaucoup, surtout dans le secteur du tertiaire. On ne peut pas continuer comme ça au motif qu'on veut assainir. Il y a d'autres règles. Il y a d'autres règles. Sur les infrastructures, on ne peut pas se tromper. Sur les infrastructures, quand on arrive, vous avez vu des établissements qui ont mis le paquet et qui déploient vraiment des infrastructures. Ensuite, au niveau des équipements, c'est vrai que certains ont été surpris en train de déplacer, louer des équipements et de les ramener. Mais il y a des critères aujourd'hui, le marquage inviolable, et puis les publications. On est des établissements universitaires. Il faut publier. Si vous publiez en faisant des copier-coller, on le saura. Si vous faites de l'innovation, on le saura. Et il faut quand même rendre hommage à notre autorité de tutelle et même au gouvernement et aux partenaires, aux ONG qui savent à un moment donné, à des moments, qui fait quoi. Vous voyez? Donc cette affaire de parchemin aussi bloque des choses. Quand vous avez les 180 crédits au Bénin et que vous avez la chance d'envoyer votre document en Belgique pour aller faire un master et que on dit, votre ambassade dit que sans l'examen national, vous ne pouvez pas aller en master là-bas, alors qu'ils ont vu que vous avez les 180 crédits, ils se posent des questions. Nous aussi, on enseigne dans ces pays-là. Et on sait que ce sont les critères immuables. Et donc, il faut pouvoir, ce qui a été prévu pour 3 ans, pour sécuriser, il ne faut pas que ça dure 20 ans et que les gens disent après, non, le régime n'a pas pu faire ce qu'il devrait faire. Oui. Et quelles sont les doléances spécifiques que vous souhaiteriez adresser au gouvernement ou au ministère de tutelle, bien évidemment, surtout à l'orée de cette rentrée, parce qu'effectivement, là, nous parlons beaucoup plus des préparatifs, mais aussi de ce qui est en attente au niveau de l'enseignement public, de l'enseignement privé, pardon. Merci. Et en répondant à cela, je réponds en même temps à la question où vous dites qu'est-ce que vous faites en votre sein pour permettre de garantir aux enfants une formation correcte. De qualité. Nous avons une autopolice en notre sein. Nous avons une commission de l'éthique, une commission des évaluations et nous travaillons avec les universités publiques
Parce que c'est ça qui est formidable. Et un coup de chapeau aux équipes rectorales. Depuis les 2 ou 3 derniers mandats, c'est formidable. Le CAMES a demandé que le secteur, les établissements privés soient accompagnés. Donc les universités publiques, à travers des partenariats, accompagnent. Nos enseignants sont formés à la pédagogie universitaire. Et à partir de là, certains d'entre les notes qui sont les meilleures sont acceptés et parrainés par les universités publiques pour aller aux compétitions des grades universitaires du CAMES. Donc aujourd'hui, vous avez des établissements privés d'enseignement supérieur qui ont pu présenter, sous l'accompagnement des universités publiques, qui ont pu avoir des maîtres de conférences, des maîtres assistants et des professeurs titulaires, des maîtres de recherche et des directeurs de recherche. C'est très important. Nous allons continuer parce qu'il faut forcément que nous répondions aux exigences, parce que les parents nous interpellent en disant « Mais pourquoi du jour au lendemain, tels établissements qui ont telle connotation et telle orientation se retrouvent dans tel secteur à former ?» Il faut que les parents même déjà sachent. La meilleure solution, ce n'est pas de choisir l'établissement qui est à côté. C'est vrai que c'est très chaud et qu'en réduisant les frais de transport, mais dans l'enseignement supérieur, ce n'est pas l'économie qui permet d'avancer. Il faut voir un certain nombre de critères et s'y aller au fur et à mesure. Donc nous avons des contacts qui permettent aux parents de venir vers nous et dans le même temps, ils vont vers la Direction générale de l'enseignement supérieur qui nous informe et qui nous demande des comptes. Donc, au fur et à mesure, on fait des concertations et on essaie donc de corriger le tir de manière groupée. Même si certains établissements ont de mauvais résultats, on les accompagne, on s'accompagne entre nous pour rédiger les documents et avoir l'agrément ou l'approbation sollicitée de l'État, des institutions de réglementation, mais également on essaie de faire des transferts d'enseignants entre nous pour faire. C'est vrai que le jeu, tout le monde n'est pas pareil et que le jeu n'est pas complètement étendu. On a toujours des soucis, on a toujours en notre sein des difficultés qui sont des gageures qu'il va falloir résoudre. Oui, ça c'est clair. De toute façon, Monsieur le Président, un dernier mot très rapidement avant de clore cet entretien aux parents qui se préparent pour cette nouvelle rentrée, mais aussi aux apprenants. Alors, aux parents, c'est d'abord un remerciement au nom de tous les établissements privés d'enseignement supérieur, les instituts, les écoles et les universités, et parce que là aussi des confusions se font. Ce sont des progressions. Tout à l'heure, j'ai rappelé qu'il y a les établissements qui sont autorisés à être créés, les établissements autorisés à ouvrir et les établissements agréés. Voudrons dire aux parents, dans le doute, de s'adresser à la Direction générale de l'enseignement supérieur qui a actuellement dématérialisé les lignes de contact. Nous allons également demander aux jeunes de ne pas choisir par fantaisie des spécialités ou des options, des filières comme on le dit. Ce serait grave. Parce que dans les 10 années à venir, déjà même les 5 années à venir, les donnes ont changé et c'est prévisible, c'est visible. Il y a un certain nombre d'erreurs qu'il faut arrêter de faire. Je donne déjà le premier exemple. Tout le monde, au regard de ce qu'il y a sur TikTok, dit on arrête les études parce que ce n'est pas les diplômes qui permettent de manger. C'est très faux. Mais il faut avoir les bons diplômes et les bonnes formations. Ensuite, tout le monde ne se rend pas en informatique. L'informatique, c'est l'avenir, mais l'informatique est dans toutes les formations et dans toutes les spécialités à venir. Mais on ne peut pas rentrer en informatique. Beaucoup de gens sont contre ces assertions, mais c'est prouvé, si vous n'avez pas les bases mathématiques et sciences physiques, la logique, n'allez pas vous balader en informatique. Le directeur de l'IFRI, de l'université d'Abomey-Calavi, a été clair. Et maintenant, il y a des applications informatiques qui sont ouvertes à tout le monde. Et même celui qui fait de l'histoire a forcément aujourd'hui un cours d'initiation aux intelligences artificielles et à l'informatique. Il ne faut pas que les gens fassent la confusion. Enfin, il serait question de demander aux jeunes de bien se renseigner avant de choisir. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé des journées et l'UNEPES également se prépare à offrir des journées aussi bien sur site physique
qu'en ligne pour eux tous. Ouais, on reviendra sur ce plateau pour voir avec vous la façon donc de passer l'information vous avez bien et les fait, contacts. vous avez bien fait de dire que vous reviendrez sur ce plateau parce que c'est une télévision commerciale. On a besoin justement de ces genres de communication pour vous accompagner justement à mieux communiquer, puisque d'ailleurs tout à l'heure vous avez donné beaucoup d'informations en quelques minutes. Vous auriez pu quand même prendre certaines tranches et là on va mieux vous accompagner pour permettre à ces enfants de mieux comprendre comment s'orienter. Donc on espère l'UNEPES très bientôt. C'est promis, c'est indispensable, c'est un impératif. D'accord. Merci à vous, Monsieur Virgile Laï, d'avoir répondu à notre appel. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur, UNEPES Bénin. Bon dimanche à vous. Merci, bon dimanche aussi. Mesdames et messieurs, vous n'aurez pas la revue de presse hebdomadaire aujourd'hui, mais vous aurez droit à l'actu sur le net. C'est un condensé de l'actualité relayée et commentée sur la toile une réalisation de Florence Bossa. On se retrouve dans un instant. La mouvance présidentielle a désigné ce dimanche 31 août 2025 à l'issue d'une réunion avec le chef de l'État, Romuald Wadayi, comme son candidat pour l'élection présidentielle de 2026. Ce choix suscite admiration et enthousiasme sur les réseaux sociaux. Dans un extrait vidéo, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, félicite ce choix. Pour lui, le choix pourra permettre de continuer le travail qu'a commencé Patrice Talon avec le nouveau ministre de l'économie et des finances qui a trouvé les ressources ayant permis de moderniser le pays. Avec joie et encouragement et surtout en dehors de Biochane, il paraissait le plus qualifié pour poursuivre l'œuvre de Talon, a fait savoir l'ancien président de la République du Bénin. Le président de l'UP Le Renouveau a réagi à la désignation du ministre de l'économie et des finances en charge de la coopération comme candidat. Il a présenté comme le candidat de l'UP Le Renouveau la majorité présidentielle. Il invite les Béninois à mouiller le maillot pour préserver les acquis et rendre irréversible le développement. Dans une lettre datée du 2 septembre 2025, le député de l'opposition à l'Assemblée nationale, Léon Basila Rossi, a exprimé son enthousiasme et sa satisfaction suite à l'annonce de la candidature de Romuald Wadayi à l'élection présidentielle. Le parlementaire a officialisé son soutien à l'actuel ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Dans la foulée, le maire de la ville de Cotonou, dans une publication sur Facebook, adresse ses plus sincères félicitations à Romuald Wadayi, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, affirmant qu'il est son candidat et le candidat de leur famille politique à l'élection présidentielle de 2026. Il en appelle à un large rassemblement autour de la candidature de ce serviteur de la nation, reconnu pour sa compétence, son expérience et son énergie pour la cause du développement du pays. Création de Rachid Igbadamassi. Selon lui, la candidature du technocrate transcende tous les clivages politiques. Il incarne l'unité nationale. Il a présenté comme un homme au parcours académique d'excellence et à la parfaite connaissance des enjeux politiques, économiques et sociaux, estimant que son profil fait de l'homme le candidat idéal pour rassembler la nation. Pour l'artiste chanteuse togolaise Almok, en soutenant le choix du ministre comme candidat à sa succession, le chef de l'État fait un choix audacieux, réfléchi et profondément tourné vers l'avenir. C'est là le geste d'un homme d'État soucieux de transmettre le flambeau à une génération compétente, intègre et pleinement engagée pour le développement de la nation. L'autre sujet qui a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux cette semaine est celle relative à une vidéo dans laquelle le président du Conseil économique et social, Conrad Gbagidi, déclare ceci. C'est fini désormais au Bénin. Il ne sera plus possible de frapper une femme parce qu'elle est allée simplement voir au dehors. Le CES va passer dans tous les départements du Bénin pour qu'on en parle. Cette déclaration suscite de vives réactions sur le cyberespace. Les réactions sont diverses dans les rangs des internautes. Ce message n'est pas un appel à encourager l'infidélité. Personne ne dit que voir dehors est acceptable. Frapper une femme n'a jamais été une valeur africaine.
Dans nos traditions, la femme est une gardienne de la vie, de la famille et de la continuité du clan. Et lever la main sur elle, c'est trahir notre identité et détruire le socle de nos valeurs, selon Myriam Kaposhishi. L'affirmation peut être comprise de plusieurs façons selon le contexte, la sensibilité de celui qui l'entend et les réalités sociales au Bénin. Le Conseil économique et social mènerait une campagne de sensibilisation pour faire comprendre qu'aucune violence conjugale n'est tolérable ni justifiable. Il est bon de protéger la femme dans toutes ses dimensions, mais protéger jusqu'à bafouer l'éthique conjugale qui rime avec les valeurs africaines ne devrait pas être tolérable. On démarre ce point de l'actualité sur le net par l'éclatante victoire des guépards du Bénin sur les crocodiles du Lesotho, 4-0 ce mardi soir au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce succès, deuxième d'affilée dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, a déclenché sur les réseaux sociaux une vague de réactions teintées de joie, d'espérance et parfois d'ironie. Félicitations, nous sommes très fiers des guépards pour cette fenêtre FIFA. Ils ont fait ce qu'il fallait faire de façon juste contre le Zimbabwe en gagnant et de façon appuyée et accélérée contre le Lesotho 4-0. On a vu qu'il y a l'esprit d'équipe, la solidarité, l'engagement, la volonté, l'envie, tout ceci ajouté au talent des uns et des autres. Normalement, avec ce niveau, le Bénin jouera minimum les demi-finales de la Coupe du Monde. Le coach a bien tourné son effectif avec les jeunes joueurs, mélangés au cadre expérimenté dans la sélection nationale. On va continuer à respecter afin de connaître les grands succès pour le bonheur du Bénin. Félicitations à toute l'équipe. Une soirée spéciale à tous les Béninois ce 9 septembre 2025. Félicitations aux guépards. Le coach a changé son système et cela a payé. On espère qu'il va toujours continuer ainsi. Tout ce qui reste maintenant est d'aller battre le Nigeria chez eux. Maintenons ce cap. Notre équipe est actuellement injouable. On voit du jeu technique, de qualité et surtout de la complémentarité et l'esprit d'équipe sur chaque occasion. Merci de nous avoir offert ce beau match. Il est désormais clair que le Bénin n'a plus rien à prouver en Afrique. Notre niveau a officiellement dépassé les frontières du continent. Si seulement vous pouvez continuer ainsi, l'histoire de la fédération béninoise va changer. Ces victoires sont obtenues à l'extérieur puisque la Côte d'Ivoire n'est pas le Bénin. Ceci pour dire que les autres matchs à venir, les mêmes dispositions doivent être maintenues. Restons en Côte d'Ivoire pour évoquer la publication par le Conseil constitutionnel lundi 8 septembre, la liste définitive des candidats retenus à l'élection présidentielle de 25 octobre. Sur les 60 dossiers déposés, seuls 5 ont été jugés recevables. Parmi eux, celui du président Alassane Ouattara qui brigue un 4e mandat. Sachant qu'aucun recours n'est plus possible, cette annonce suscite à la fois satisfaction, colère et déception dans le rang des internautes. À 1 mois et demi de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le scrutin semble jouer d'avance après la publication par le Conseil constitutionnel lundi 8 septembre de la liste définitive des 5 candidats retenus pour le scrutin du 25 octobre sur les 60 qui avaient déposé un dossier. Sans surprise, la plus haute juridiction du pays a validé la candidature du président Alassane Ouattara, désormais grand favori du scrutin, à un 4e mandat consécutif. Un président africain ne peut pas organiser les élections auxquelles il est lui-même candidat et perdre, pense cet internaute. La démocratie africaine est comme la non-transformation du thon d'arbre dans l'eau en crocodile, une manipulation de pouvoir provoquant toujours de recul sur tous les plans dans la vie d'une nation. Cette décision du Conseil constitutionnel reconforte le peuple ivoirien et engage individuellement et collectivement à déployer toute l'énergie pour assurer la victoire dès le premier tour.
Les Ivoiriens méritent les élections libres, équitables et inclusives. Les assauts permanentes contre la démocratie et le déni du droit doivent cesser pour que la paix règne enfin dans le pays. Cette diversité traduit la vitalité de la démocratie. Chacun peut y voir une voix, un projet, une espérance. Retour en plateau avec notre invité média. Bonsoir Serge Lokosso. Bonsoir. J'espère que vous bonsoir portez à bien. tous. Ça va, je me porte super bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. 3 sujets pour vous. On peut démarrer? Oui, allez. Vous êtes prêts? Oui. Ben voilà. Le tout premier politique, et bien évidemment, il s'agit de la désignation du candidat de l'opposition pour la présidentielle de 2026. Vous avez suivi l'ancien président de la République, Boni Yayi, qui rassure. Il dit que le candidat de l'opposition sera connu, il ne sera pas choisi de façon unilatérale. Un comité ad hoc va se pencher sur la question, autant de dispositions pour rendre plus ou moins consensuel le choix qui sera fait. Pourquoi cette nécessité de rassurer l'opinion publique selon vous? Je pense que c'est important pour Boni Yayi et les siens de rassurer l'opinion publique, notamment les électeurs, ceux-là qui vont choisir. Mais la mouvance n'a pas eu autant de temps pour rassurer. La mouvance a simplement sorti son candidat. La mouvance et l'opposition ne sont pas les mêmes choses. Ils n'ont pas les mêmes façons d'agir en politique. Et donc, la mouvance demeure la mouvance. Il y a peut-être beaucoup plus de compréhension au niveau de la mouvance. Il y a beaucoup plus d'actions coordonnées au niveau de la mouvance. Il y a la discipline du groupe. Et donc, ils n'ont pas eu beaucoup de difficultés. Il n'y a pas de discipline du non, groupe écoutez, j'en arrive. Il n'y a pas eu beaucoup de difficultés à sortir le duo de candidats pour les élections de 2026. Contrairement à l'opposition, il y a quand même beaucoup de remous au sein de l'opposition. N'oubliez pas que ces derniers temps, on a assisté à beaucoup d'émissions au sein de l'opposition, notamment au niveau du cadre de concertation de l'opposition. Il y a beaucoup de partis qui ont claqué la porte. Et donc, je pense que Boni Yayi, en sortant ce communiqué, en rassurant les électeurs, c'est pour dire que oui, il y a une sorte de travail qui est en train d'être fait pour quand même que les candidats, le duo qui sortira de ces rencontres, de ces réunions, sera le plus consensuel possible. Lui-même, il a dit qu'il ne s'agira pas des candidatures solitaires, que ça sera coordonné, et on espère que ça sera effectivement coordonné. Maintenant, l'autre chose que moi, qui est important, ce n'est pas le choix, mais c'est sur qui Boni Yayi peut compter pour ces élections. Parce que non seulement il faut choisir des personnalités qui peuvent faire le jeu, c'est-à-dire qui peuvent être de véritables challengers pour le candidat de la mouvance présidentielle. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, au sein de l'opposition, qui sont ces personnalités qui peuvent faire le jeu? On attend de voir. Mais il y a beaucoup de personnalités au sein de l'opposition. Écoutez, oui, il y a beaucoup de personnalités, mais nous sommes en matière électorale. Il faut quand même que la personne ait quand même une certaine base électorale, ait quand même, on va dire, face au candidat de la mouvance présidentielle, un niveau intellectuel donné, parce que la mouvance a choisi un technocrate, Bogontin, le ministre des Finances, qui est un technocrate, on le connaît, il est très performant, il a quand même essayé de faire un certain nombre de choses au niveau de l'économie béninoise, qui a quand même été, on va dire, révélé, pour utiliser les termes du gouvernement et consorts. Vous aurez pu constater qu'avec lui, l'économie béninoise quand même est sortie de l'ornière, et on a commencé par engranger des points au plan international. Face à lui, qui est cette personnalité que l'opposition peut amener, quand on sait que l'opposition aujourd'hui est en train de nous montrer ce qu'on a vécu par le passé avec l'Union fait la nation, qui est quand même partie pour renverser la tendance Boni Yayi dans le temps. Mais aujourd'hui, on assiste à la même chose. C'est comme si l'âme de l'Union fait la nation est en train de planer sur l'opposition d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de partis ont quitté, on ne sait pas leur destination. Mais ce qu'on sait, on sait que Boni Yayi, lui-même, il a peur. En rassurant, il dit prions pour les 28 députés, alors qu'il y a les parrainages avec lui. Pourquoi prions? Pourquoi nous allons prier pour eux? Justement, il demande de prier pour les 28 députés parlementaires. Écoutez, moi, j'aimerais plutôt demander quelle est la menace qui pèse sur les 28 députés. Écoutez, c'est politique, c'est une communication politique. Moi, aucune menace, selon moi, ne pèse sur ces députés. S'il y avait vraiment de menaces, ça doit être avant
les parrainages. Mais ils ont reçu les parrainages. Donc je ne pense pas qu'il y ait véritablement de menaces. Peut-être que Boni Yayi, on le connaît très bien. Il a voulu surfer sur cette fibre-là pour montrer aux populations que oui, ils sont en danger alors qu'il n'y a pas de danger. En tout cas, moi, de ma position, je ne pense pas qu'il y ait de danger. Je ne pense pas qu'il faut craindre pour ces députés de oui, mais l'opposition. peut-on encore parler de 28 députés acquis à la cause du Parti Les Démocrates lorsqu'on sait qu'il y a notamment Léon Basile Larossi-Léon qui a clairement déclaré son coup de cœur pour Romia Douadani, qui est le candidat quand même de la mouvance. Écoutez, essayons de faire la différence entre coup de cœur et choisir le candidat de la mouvance. Je sais que c'est du fair play. À mon avis, c'est du fair play. Parce que Léon Basile a reconnu, oui, que le candidat que la mouvance a choisi est un candidat qui fait le poids. Et il a apprécié le candidat. Je pense que tout Béninois peut le faire. Oui, est-ce que ça ne s'apparente pas plutôt à une sorte de trahison, être dans un camp qui doit présenter un candidat et dans le même temps aduler ou adouber à la limite le candidat de l'autre camp adverse? Est-ce que ce n'est pas une sorte de trahison de son propre camp? Je pense que c'est du fair play politique. C'est vrai que ça ne vient pas souvent chez nous. Mais quand ça arrive comme ça, essayons de prendre le recul nécessaire pour analyser. Parce que ce faisant, il n'a jamais dit qu'il donnait son parrainage au candidat de la mouvance. La loi dit à verrouiller les parrainages. Il n'a jamais dit ça. Donc je pense que c'est quand même du fair play. Il a voulu montrer que oui, c'est un jeune qui a été pris. Lui-même l'a dit que c'est un jeune et qu'il estime qu'il va faire le job. Et donc je pense que ce n'est pas encore un choix que Léon Basile Larossi a fait en disant oui, il est mon candidat, oui, je vais voter pour lui. Non. Et la preuve, son parrainage est avec le président de son parti. Oui. Donc je pense que c'est quand même on a déjà du fair play qui est venu. On connaît le coup de cœur de Léon Basile qui ne vient pas souvent, mais quand ça vient comme ça... On connaît lui son coup de cœur, mais vous, en tant qu'analyste politique et journaliste, bien évidemment, quel est votre coup de cœur pour le candidat de l'opposition? Non, écoutez, ça sera compliqué pour moi de sortir le nom d'une personnalité. Mais ce que je dis, c'est que nous sommes dans le jeu politique, dans le jeu des élections. Ce qu'on va souhaiter, c'est que les opposants puissent s'entendre, puissent unir autour de Boni Yayi et sortir un candidat. Moi, je n'ai pas de coup de cœur parce que je ne vois pas pour le moment, peut-être à ma sortie de ce studio, je peux trouver quelqu'un, mais pour le moment, je ne vois pas cette personnalité parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Il ne s'agit pas de choisir pour choisir. Et Boni Yayi a compris. Sinon, il pouvait quand même, l'opposition pouvait quand même choisir juste au lendemain du choix de la mouvance, le duo. De toute façon, il y a une deadline pour choisir. Oui, exactement, ils sont en train de réfléchir pour voir qui opposer au candidat de la mouvance pour quand même faire le poids. C'est ce qu'on va leur souhaiter. S'ils ont des personnalités qui peuvent faire le job, c'est ce qu'on va souhaiter. Sinon, pour le moment, je pense que le candidat de la mouvance est quand même en roue libre. En tout cas, nous allons continuer de prier pour les députés du groupe parlementaire pour tout le monde, pas forcément. Pour qu'ils tiennent jusqu'au 14 octobre, comme l'a demandé l'ancien président de la République. Nous allons parler de la rentrée scolaire 2025-2026 à présent comme deuxième sujet. Une année académique qui connaîtra bien évidemment deux chefs d'État, le sortant Patrice Talon qui a encore quelques mois devant lui et le prochain qui sera élu au cours de cette même année. Nous avons vu la dynamique Talon depuis 2016. Est-ce que cette dynamique va se poursuivre sur le plan éducatif? Je pense que pour tout Béninois, en tant de ma position de lecteur et d'observateur de l'actualité politique et de tout ce qui va dans notre société, je crois que mon souhait aurait été que cette dynamique puisse continuer parce que aujourd'hui, on a constaté par nous-mêmes que l'éducation quand même a connu des réformes et qui ont fait qu'aujourd'hui, on a des résultats probants au niveau des différents examens qui sont organisés, que ce soit le CEP, le BPC, le bac et d'autres examens. Et donc, je pense que cette dynamique, ce qu'on peut souhaiter, c'est que la dynamique continue parce qu'aujourd'hui, la relève de demain, c'est les jeunes. Et pour que le jeune soit un jeune compétent, il faut qu'il soit formé et bien formé. Et donc, je pense que dans cette dynamique-là, le gouvernement a essayé de faire un certain nombre de choses. Et je dis, il faut voir le gouvernement, les acteurs éducatifs qui sont les responsables syndicaux et tout ce que vous voulez, et également les parents. Il faut que ces trois catégories d'acteurs puissent s'entendre, puissent se comprendre. Et je pense que le gouvernement est... dans cette dynamique-là, il a rencontré récemment les acteurs sociaux, ils ont échangé, ils ont essayé de trouver un terrain d'entente, quoique il y a des revendications qui ne sont pas encore satisfaites. Ce qu'on va souhaiter, c'est que chacun puisse jouer sa partition. Et le gouvernement, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui,
nous a montré qu'il est en train de jouer sa partition en mettant, je le dis comme ça, l'humain au cœur de sa gouvernance, c'est-à-dire essayer de redorer l'école béninoise, accompagner les acteurs de l'école béninoise, notamment les enseignants, parce que moi je le dis toujours, il faut motiver les enseignants et le gouvernement est en train de faire des efforts, quoique il y a des revendications qui sont encore, enfin qui ne sont pas encore satisfaites, mais reconnaissons ce qui est fait et que essayons, le gouvernement va essayer, parce que je dis, gouverner c'est des priorités sur des priorités et le gouvernement ne peut pas tout mettre, tout donner aux enseignants. Il n'y a pas seulement les enseignants qui constituent enfin la société. Il y a d'autres corps de métier également. Donc, il faut essayer de voir un peu partout. Et moi, je pense que ce que le gouvernement a fait pour les enseignants, il faut féliciter ça. Il faut maintenant encourager les enseignants, les accompagner, surtout dans la formation. C'est de ça qu'il s'agit. Nos enseignants, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'après avoir admis au concours d'enseignants, est-ce qu'ils ont d'autres formations au cours de leur carrière? C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Et moi, qu'est-ce que selon vous ne doit pas changer pour maintenir cette dynamique? Je schématise souvent la chose en disant que nos enseignants sont comme les applications de leur téléphone portable. Il faut faire la mise à jour de façon quotidienne pour adapter l'éducation, l'enseignement aux réalités actuelles. Les réalités de 2025 ne sont pas forcément les réalités de 2000, de 90. Donc moi, ce qui ne doit pas changer, à mon avis, ne doit pas changer, c'est la motivation des enseignants. Il faut toujours motiver les enseignants. Il ne faut pas dire, bon, on n'a pas les moyens, on ne va pas les motiver. Je pense que l'État va trouver les moyens de les motiver. Ça ne doit pas changer. Il faut motiver les enseignants de façon régulière. Ça, c'est très important à mon avis, parce que quand on les motive, vous avez les résultats, ça ne vient pas forcément seulement des élèves, mais des enseignants. Et quand les enseignants sont motivés, je pense qu'ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes pour que l'enfant puisse assimiler les cours. Donc, je pense que ça ne doit pas changer. Et notamment, ce qui ne doit pas changer, c'est également les cantines scolaires. Dans les différents départements. Il faut accompagner les démunis. Il faut assurer que les enfants puissent manger dans les écoles et du début, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement récemment, du début de la rentrée jusqu'aux vacances, il faut que les enfants puissent manger à leur faim parce que ça va beaucoup aider notre système éducatif. Je pense que la réforme des cantines scolaires doit continuer et le Bénin, en Afrique de l'Ouest, est parmi les meilleurs États en ce qui concerne les cantines scolaires. Donc ça ne doit pas changer. Et l'autre chose qui ne doit pas changer, à mon avis, c'est que le lien, le dialogue doit être permanent entre gouvernants et acteurs sociaux. Je pense que c'est très important pour que, de façon régulière, les acteurs sociaux puissent quand même montrer au gouvernement leurs revendications et il revient au gouvernement maintenant de continuer par donner satisfaction à ces revendications. Ce qu'on va souhaiter pour les gouvernants actuels et futurs, c'est de travailler à maintenir la dynamique, que ce soit le candidat de la mouvance ou le candidat de l'opposition. En tout cas, celui qui deviendra président en 2026 doit comprendre que des efforts ont été déjà faits par Patrice Talon et tout son gouvernement et qui doit continuer ses efforts, mieux améliorer, parce que le chef de l'État, il a dit, il n'est pas forcément le meilleur président. Il y en a qui peut venir, qui peut travailler plus que lui. C'est ce qu'on va souhaiter. Et nous voudrions que l'éducation qui retrouve peu à peu ses lettres de noblesse puisse continuer par retrouver ses lettres de noblesse pour que nous ayons des cadres bien formés, compétents, qui ne détournent pas les deniers publics. Qu'est-ce qui peut alors changer pour une meilleure dynamique à l'éducation, pour donner une meilleure dynamique à l'éducation nationale? Écoutez, c'est parfois, moi, je ne suis pas du monde, je suis observateur et lecteur de tout ce qui se passe au niveau de ce secteur. Certainement qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Qu'est-ce qu'on peut alors non, ce qui n'a peut-être pas marché, il faut véritablement que les acteurs même puissent en parler. Je ne suis pas du secteur, mais ce que je sais qu'il y a eu des difficultés au niveau de la satisfaction des revendications. Vous allez voir, il y a des aspirants. Des aspirants, évidemment. Donc je pense qu'à ce niveau, puisqu'il constitue la grande masse, il faut quand même qu'un clin d'œil soit fait au niveau des aspirants. Et je pense que le gouvernement a dit qu'à partir du 20 au 25 septembre, si mes souvenirs sont bons, qu'ils ont commencé par payer des primes aux aspirants. Et je pense que c'est une bonne chose. Il faut quand même essayer de les accompagner, d'écouter un peu leurs revendications et pourquoi pas de leur donner satisfaction, de les payer 12 mois sur 12. Et je pense que le gouvernement est dans cette dynamique-là et il faut féliciter le gouvernement pour ce qui a été fait. Je ne crois pas avoir commis l'erreur ou une erreur. Est-ce que je n'ai pas entendu parler des droits de grève? Non, écoutez, droit de grève, s'il y a quand même, le droit de grève existe toujours au Bénin. Oui. Seulement qu'on a réduit le délai, c'est 10 jours durant toute l'année. Je pense que si il y a les négociations, gouvernement et centrales syndicales vont bien,
et ils se retrouvent régulièrement pour décider du sort du secteur, je crois que la grève... On n'aura pas besoin de grève. On n'aura pas besoin de grève. Et l'autre chose, vous allez voir, depuis que les grèves ont cessé, on a constaté qu'il y a quand même une amélioration des résultats, que ce soit au niveau de tous les examens. Ce qu'on va souhaiter, c'est que les deux acteurs puissent s'entendre, gouvernement et acteurs, syndicaux ou acteurs sociaux puissent s'entendre pour quand même redorer de l'école béninoise. Exactement, parce que notre pays, demain notre pays, nous on n'a pas plusieurs nationalités. Donc on souhaite que les choses se passent bien pour que l'école puisse retrouver ses lettres de noblesse, pour que le Bénin, jadis quartier latin de l'Afrique, puisse demeurer quartier latin de l'Afrique par la compétence de ces cadres, et que nous ayons des cadres compétents, que nous n'ayons pas des cadres qui sont en costume cravate et qui finalement se révèlent être des étourneurs de deniers publics. Donc on veut des cadres compétents qui puissent quand même essayer de révéler davantage le Bénin, parce qu'aujourd'hui quand on parle du Bénin, on pense au ministre de l'économie et des finances qui quand même a essayé de mettre en place un certain nombre de réformes. Je sens que vous avez déjà votre coup de cœur. Non, troisième et dernier sujet de notre entretien, la libération des espaces publics par la police républicaine. Une opération qui a enregistré par endroits des actes de violence sur les populations. Le porte-parole de la police républicaine a fait une sortie médiatique récemment. Il a annoncé des sanctions contre les agents qui auraient fait preuve d'excès de zèle. Il exhorte aussi les populations à coopérer pacifiquement. Votre lecture de la situation? Je pense que c'est un couteau à double tranchant, et je suis de ceux qui sont contre les bavures policières. Je suis foncièrement contre les bavures policières, parce que les policiers ou les agents de la police ont reçu mandat pour sécuriser, surveiller et accompagner les populations, et pour les aider à bien vivre, à vivre en paix et en sécurité. Et par contre, il ne faut pas jeter le tort à la police républicaine. Il faut quand même voir que parmi les populations béninoises, il y a des personnes qui sont têtues, qui veulent affronter les forces de l'ordre, alors que ces policiers ont reçu mandat pour protéger, et ils ont une force que les populations n'ont pas. Et donc, à des moments donnés, quand vous avez en face de vous la police, essayez de vous conformer aux exigences de la police, d'obtempérer, comme vous l'avez dit, mais ne jamais chercher à affronter la police. C'est ce qu'on constate ces dernières années, ces derniers temps. Il y a quand même une facilité que les populations ont d'affronter la police. C'est vrai que l'opération existait toujours, mais l'État a constaté que les gens ont repris par occuper à nouveau ces espaces. Donc il faut libérer ces espaces pour éviter un certain nombre de dégâts. Donc je pense que ce sont des faits qui jalonnent ce processus, qui ne sont pas du tout bons. Quand on voit par exemple des policiers casser les tables, les bancs de ces gens qui utilisent les abords, je pense qu'il y a quand même, il peut y avoir une façon plus humaine de gérer cette situation. Surtout quand on voit la nourriture de la bonne dame complètement renversée. Écoutez, donc, la police existe pour les populations, et les policiers, les agents de la police ne peuvent pas travailler sans les populations. Donc je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un peu d'humanisme dans cette façon de déguerpir les gens, et je suis foncièrement contre le fait qu'on affronte les policiers, non. Et je demande également à la police, au directeur de la police républicaine, pourquoi pas, de discipliner ces poulains, de leur dire, vous avez en face vos frères et sœurs, la différence c'est que vous êtes en uniforme, eux autres ne sont pas en uniforme, essayez de les comprendre, essayez de leur donner un moratoire, c'est-à-dire permettre à la dame de dégager ses effets de la voix. Il ne faut pas omettre le fait qu'il y a eu une longue vague de sensibilisation bien avant ceci. Et ça, c'est la reconquête des espaces publics, parce qu'entre-temps, ces espaces publics avaient déjà été libérés. Et maintenant, c'est une reconquête par les populations. Et il y a eu des communiqués qui sont venus, il y a des sensibilisations, des vagues, des séances de sensibilisation. Est-ce qu'on ne parlera pas plutôt d'un entêtement de la part des populations? Oui, aussi? entêtement, oui. Il faut reconnaître que c'est un entêtement de la population. Mais l'autre chose qu'il faut faire, c'est que face à cet entêtement, il faut essayer de mettre en place des approches plus humaines pour accompagner ces populations, parce que quoi qu'on dise, ce sont nos femmes, ce sont nos frères et sœurs qui occupent ces abords-là. Mais il faut suivre les communiqués de la police, et notamment du ministre de l'Intérieur qui a été, on ne peut plus, intransigeant par rapport à ces genres de choses. Et je crois que les radios et les télévisions ne manquent pas de relayer ces communiqués pour permettre aux populations de quitter ces abords. Je pense que elles vont essayer, ces populations, de rejoindre les rangs, d'obtempérer pour qu'il n'y ait plus
affrontement entre la police et les populations. Ouais, nous allons simplement demander à ces populations ou à cette tenancier de bars ou plutôt de buvettes ou de kiosques, de libérer volontairement, exactement. comme le dit le communiqué, de libérer volontairement les espaces publics pour ne pas se voir contraints de faire ce que nous avons vu récemment et que les deux parties arrivent quand même à régler cette situation de façon plus humaine, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Merci à vous, Sergino Lokosso. Bon dimanche à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons observer une pause très rapidement pour faire un clin d'œil à nos partenaires. On se retrouve tout de suite. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable. C'est la rentrée. Et si vous en profitiez pour vous évader? Découvrez ou redécouvrez Paris, 21 villes de France et Bruxelles. Renseignements sur flycorsair.com et dans votre agence de voyage habituelle. Rentrer ne rime pas toujours avec routine, alors n'hésitez plus. Envolez-vous avec Corsair. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Dernière ligne droite de cette émission, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir une véritable icône du cinéma et du théâtre, une femme dont le talent a traversé les frontières et marqué les générations. Depuis 25 ans, elle nous éblouit par la justesse de ses interprétations, sa capacité à donner vie à des personnages complexes et sa présence magnétique à l'écran comme sur scène. Elle a été le visage de l'excellence dans de nombreux films africains et béninois, contribuant à écrire l'histoire du 7e art sur le continent. Aujourd'hui, cette grande actrice célèbre 25 ans de vie sur scène. Certains la connaissent sous le nom de Tata Grace. Il s'agit bien évidemment de Jesufemi Grace Agnella, artiste comédienne, actrice, humoriste. Voici quelques extraits de ses nombreux jeux de rôle. Papa, tu es né vers 1906 au village de Rangladou. Maman, pour recommencer, ne puis-je donc pas avoir une minute de paix dans cette maison? Aucune. Tu ferais mieux de vite quitter cette maison avant que malheur ne t'arrive. Femme stérile. Maman, James et moi, nous sommes unis pour le meilleur et le pire. Et pour cela, vous n'y pouvez rien. Oui, maman. Hein? Oui, personne ne m'a jamais parlé. Myriam. Pour les hommes, je te vois venir. Non, faut pas dire ça. Simplement, je ne vais jamais enlever. Je vais m'installer maintenant chez toi plus que jamais. Tu vas enlever ça. Tu parles de qui? Non, parions. Oui, je vais. Non, parions. Moi, sinon, je ne suis plus l'auteur. Je ne suis plus l'auteur. Tu es l'auteur. Je ne suis plus l'auteur. Tu es l'auteur. Bang, bang, bang. Toi, tu es l'auteur attaché même. Moi, c'est plus. Toi, tu es l'auteur. Moi, c'est plus. Enlève ça, moi. Enlevez quoi? Enlevez quoi? Je garde, je n'enlève pas. C'est pas moi. C'est toi l'auteur. Non, c'est pas moi. C'est toi l'auteur. Je dis que c'est pas moi. Je dis et je le répète. Je m'installe chez toi tout à l'heure même. Je suis parti. Moi-même, je vais venir. Moi, enlever conseil, je ne vais pas enlever. Tout, elle est partie. Mais ça tombe bien. Moi, je vais m'installer là-bas. Elle est là.
Ouais, Constantin. Elle est devenue au lit maintenant. Depuis que je suis venue dans cette maison-là, depuis que j'habite avec mon mari, il y a Constantin tous les jours quand il me voit, il me dit la fille là, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup. Je ne veux pas que tu sois la femme de Roger, je veux que tu sois ma femme. Et je lui ai dit non, c'est Roger qui m'a dotée, c'est à cause de Roger que je suis ici. Mais je lui dis ça, mais il m'écoute, mais il ne conçoit pas ça. Et il y a de cela 7 mois, j'allais au moulin. Tu es fier, mais on lit seulement des filles. J'ai pris par la voie, là où il y a la brousse derrière là. Ah oui, mais son moment avec Je ne savais pas comment Constantin a fait. Il me guettait. Donc il s'est caché dans la brousse là. Et il me regardait. J'allais seulement, il a mis son pied sur la voie. Il m'a fait tomber. Et lorsque je suis tombée seulement, il m'a déshabillée. Et c'est là qu'il a couché avec. S'il te plaît, viens. Tu sais que tu es la Benjamin de la famille. Hein? Viens. S'il te plaît, oncle, faut pas te déranger parce que si c'est ce que tu as dit aux autres là, je ne veux pas écouter. Tu me vois petite que je suis là depuis 8 mois, je n'ai plus goûté à ce truc dans cette maison. Et je suis malade tous les jours. Et aujourd'hui maintenant, je vais laisser ma chance passer. Je ne vais jamais laisser. Écoutez-moi. Ça fait plus de 3 ans que l'autre n'a pas trouvé ça. Eu. Moi, ça fait 6 mois. Toi, tu as dit ça fait 6 mois. Oui. Moi, ça fait 8 mois. Donc, ça veut dire que c'est elle qui gagne tous les jours. C'est elle qui gagne tous les jours. Et tu ne peux pas laisser ça pour aujourd'hui. Je ne peux pas laisser, je suis malade. C'est mon remède, moi. Donc, c'est mon remède, je suis dans le besoin. Si tu tombes malade, c'est ton remède, ça. J'ai pris beaucoup de médicaments déjà. Ça, je ne peux pas laisser. Prudence, attends, je vais te dire une seule chose. Qu'est-ce que tu me dis comme ça? Attends, je vais te parler. Tu sais, ma soeur, aller au resto à midi, et naïe buvette, mais badano. Il faut laisser ça, il faut te décider maintenant. Oh, arrête. Attends, écoute-moi. Écoute-moi, non, Prudence, écoute-moi d'abord. Si tu veux te marier, faut te marier à un seul homme. Les hommes d'aujourd'hui, là, ils ont tous des femmes à la maison. Ils vont te tromper, tu vas les suivre. Tout ce que tu veux, ils vont te donner ça. Tu iras au prêt-à, mais après, ils vont te laisser. Voilà les Lydia confortablement installés sur ce plateau grâce à Agnella. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous éclairer de par votre présence. Merci. Merci. Voilà, ça, tout de suite, là, vous avez suivi quelques images. Là, ça vous fait quoi de revivre tout ceci? Un choc positif parce que ça m'a vraiment fait voyager. Je suis partie dans des années antérieures. Avant de repartir vers les années antérieures, oui. Quel a été le déclic qui vous a véritablement poussé vers ce métier de comédienne? Ce qui m'a poussée vers le métier, je ne saurais le dire exactement. Ce que je sais, c'est que je suis fille de pasteur de l'église protestante méthodiste, pasteur Samuel Aïla. Donc, dans l'église, il y avait des fêtes. Quand il y a des fêtes d'enfants, je faisais déjà le théâtre et le ballet à l'église. Et quand je sortais, papa est resté à Calavier par exemple. Quand je fais la semaine, je sors dans le quartier, les gens m'appelaient, mais je ne savais pas que l'onction de théâtre là était dans mes veines. Oui, mais il paraît que d'habitude, les enfants de pasteurs sont souvent calmes, sont souvent très pieux. Je suis très calme, pieuse. Il y a des images que j'ai regardées hier dans la vidéo, je me suis dit, papa, tu es mon loc, mon diamant. Ah bon? Je suis calme, je suis pieuse, mais je ne sais pas. Et non, parce que maman disait qu'elle jouait depuis qu'elle me portait dans son ventre. D'accord. Et parmi tous les rôles que vous avez joués jusqu'ici, quel est celui qui vous a le plus marqué? Marqué, je ne vais pas dire que ça m'a marqué, mais quand on parle de Assafou aujourd'hui, ça ne me laisse pas indifférent parce que j'ai commencé le théâtre avant de venir faire Assafou dans Pipi Obaro. Mais Assafou, avec la compagnie Semako. Semako. D'accord. Mais Assafou est ce film-là que vraiment, si je ne l'avais pas fait, je ne sais pas si j'aurais la même célébrité aujourd'hui. C'est ça qui a fait le déclic. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué par rapport à ce rôle? Est-ce que c'est quelque chose qui m'a marqué par rapport au rôle? C'est l'ouverture que le rôle m'a donné dans le monde artistique. D'accord.
Ça a été un véritable tournant alors pour votre carrière. Ah ouais. Parce qu'avant ce film, j'ai quand même tourné avec d'autres personnes. J'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des films qui ont été sur les festivals et qui ont pris des prix, mais personne ne savait que j'existais. Il a fallu que Assofou sorte et que je sois Grâce aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, Grâce souffle 25 ans de vie sur scène. Quand vous regardez ces 25 ans derrière vous, quelle est votre plus grande fierté professionnelle? Ma plus grande fierté professionnelle, 25 ans derrière moi. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je n'ai pas vécu inutilement. J'ai eu à impacter des vies positivement. Pas des valeurs, la lumière, ce que je dégage à travers mes rôles. Pas ma façon de m'exprimer. J'ai quand même des témoignages des gens qui disent, à cause de toi, j'ai appris à parler français, à cause de ton comportement, j'ai pu faire ci. Donc, j'impacte les vies d'une manière ou d'une autre à travers ce que je fais. Et toucher le cœur des gens, c'est l'une des choses qui fait ma fierté dans ce que je fais. Ouais. On a connu beaucoup plus Grâce à travers la compagnie Semako, mais vous avez joué également beaucoup d'autres rôles. Quels sont aujourd'hui les liens que vous entretenez avec ces acteurs de divers bords qui se retrouvaient au sein de cette compagnie Semako? Je salue en passant Pipi Obaro et les Forts Mouillés et les autres, oui. Nos rapports. C'est quand on ne peut pas parler de Grâce aujourd'hui, même quand on ne connaît pas mon nom de famille, de Grâce, mais on a Pipi Obaro toi. Donc, Pipi Obaro est devenu comme un autocollant. C'est comme le label. Merci. Un nom de famille derrière moi. Donc, notre collaboration, quels sont ce que nous partageons aujourd'hui? Fille et Bession, et c'est où on fait. Fide ouais no go simbo no je fide bon on fide. Donc ça c'est où on ben on met des noms. Aïe, je parle fond, je suis habituée. On va le dire seulement parce que là, je suis habituée. Mais c'est vrai qu'il y a certains qui ne nous comprennent pas, qui ne comprennent pas fort. Ouais. Donc là, vous allez devoir tout reprendre en français. Non, je m'en vais en français. Non, je m'en vais en français. En tout cas, on a gardé les rapports qu'il faut parce que vous savez, même quand vous avez 10 personnes devant vous, vous n'avez pas les mêmes rapports avec chacun d'eux. Donc, on a gardé les rapports selon ce que chacun est pour l'autre. La preuve, après Semako Obaro, j'ai une troupe avec Sissi et Sylvain où je suis la présidente. Mais mes patrons demeurent toujours mes patrons, mes collaborateurs, mes anciens demeurent toujours des collaborateurs aussi. Ouais. La fille du pasteur a reçu l'onction du théâtre et surtout le virus de la comédie. Elle est... Pourquoi vous riez? Non, de toute façon, vous avez dit la fille du pasteur. Ah, on peut faire ça. Nous allons rapidement suivre un extrait et revenir sur ce plateau pour mieux découvrir encore une autre facette de Grâce. Apparemment, lui, il s'habille très bien. Mais... c'est pour ça que toi aussi, tu es en veste, demi-veste. Ah, et pardon, ne m'embête pas. Viens. Oh, grâce, et il faut me parler. Et au bout, il va y avoir un joie mais Prudence, attends, je vais te dire une seule chose. Qu'est-ce que tu me dis comme ça? Attends, il va te parler. Tu sais, ma soeur, aller au resto à midi, et là, il va te mettre badano. Il faut laisser ça, il faut te décider maintenant. Oh, arrête. Attends, écoute-moi. Bon, Écoute-moi, non, Prudence, écoute-moi d'abord. Si tu veux te marier, il faut te marier à un seul homme. Les hommes d'aujourd'hui, là, ils ont tous des femmes à la maison. Ils vont te tromper, tu vas les suivre. Tout ce que tu veux, ils vont te donner ça. Tu iras auprès de ta, mais après, ils vont te laisser. Dis-moi, c'est quoi? Quelle est enceinte? Elle vient à voter. Et puis, elle vient à voter. Et puis, elle même si elle est enceinte. Ah ouais, qui est enceinte? Ah ouais, non, je demande qui est enceinte. Et tu lui as donné des médicaments, mais le roi. Qui est enceinte? Tu l'as donné des médicaments? Qui est enceinte? Oui. Je n'ai jamais Laissez Moïse. Comment? Moïse. Comment je peux laisser Moïse? Et le rideau. C'est pas Moïse. Et c'est qui? C'est qui? Photo de l'autre. Oui, détache-moi et Moïse. La femme est quelque chose de respectable. Donc pourquoi maintenant nous disons de la c'est pas bon, c'est pas sérieux. En fait, quand tu vois que quelqu'un n'est pas sérieux là, c'est pour ça. C'est à cause des hommes même, il faut qu'on est en train de faire ça. Non, aucun homme n'est sérieux. Écoute, mais il y en a qui est mieux à partir d'aujourd'hui.
vais suivre. Ah, il met le compte et donc il faut le prendre au sérieux. Non, comme j'avais déjà fait avec l'autre, il vaut mieux rester avec lui. Parce que avec le Dream là, non? Oui, non. Ok, va prendre ton courage à deux, mais. Ça va, Dream. Toi-même, tu es plus petit que Dream là. Toi, on ne va pas t'appeler Dream. Non, félicitations. Donc, il y a un village qui garde. Félicitations pourquoi? Félicitations, non. Ça, j'aime ça. Ça, c'est bon. Eh oh, alors, c'est mon boulot. C'est bon. C'est mon boulot. Dada. Ça va. Ça vous fait quoi de revivre justement ces scènes-là? On vous a vu taquiner, conseiller. En fait, chaque fois que vous prenez un rôle, vous arrivez quand même à bien l'exprimer, à donner corps à ce personnage-là. Ça vous fait quoi aujourd'hui de retrouver ça? Ça me... Et non, le papillon dans le ventre, papillon dans le cœur. Ça me fait des frissons, ça me donne des émotions. Ouais. Franchement, je ne sais pas. Il y a des choses, quand je regarde, bon, je me dis, bon, ça s'était passé comment? Je ne sais pas. Je suis très émue, très touchée. Je n'arrive pas à exprimer ce que je veux bien comprendre quelque chose. Oui. Comment abordez-vous la création d'un personnage? Est-ce que vous avez une méthode de travail particulière? Est-ce que j'ai une méthode de travail particulière? Non, je ne vais pas dire que c'est forcément que j'ai une méthode de travail particulière. Ouais. Mais je sais quand même que, bon, quand on m'attribue un rôle, j'essaie de voir réellement le rôle, le contour, tout ce que ça comporte. Et j'essaie quand même de mettre de moi, de mon énergie, tout ce qu'il faut. J'apprends beaucoup aussi, tout ce qu'il faut quand même pour rendre meilleur ce rôle-là. Donc, je fais ce que je dois faire, ce que je peux faire. C'est des années après que moi-même, je me surprends. Quand je le fais automatiquement, je ne suis jamais totalement satisfait. Est-ce qu'il y a des moments où, lorsque vous attribuez un rôle, vous avez peur, ou vous vous dites, je ne peux pas jouer ce rôle? Si. Il y a plein de moments comme ça. Ah bon? Ah ouais, ça arrive, on se dit, bon, je ne peux pas faire ça, on a peur. Mais pourquoi? Tous les grands acteurs aussi ont peur jusqu'à aujourd'hui. Je suis curieux. Quels sont à peu près ces rôles? Non, mais on est bon, Quels sont à peu près ces rôles? Quels sont les rôles que vous fuyez très souvent? Je veux bien savoir. Vous savez, ça n'a pas été facile pour moi de commencer là, parce que j'ai des parents qui sont très rigoureux. Donc, mon papa et maman ne voulaient pas. Surtout quand je sortais, j'allais à Wikola, Badou restait là et on allait en tournée. Papa n'était pas d'accord pour que je fasse là. Donc, il y a des choses qui vont à l'encontre de l'éducation et de la valeur qu'il m'avait donnée. Et c'est difficile pour moi de prendre de ces rôles et de jouer. C'est pour ça que Femme adulte m'a vraiment touchée tout à l'heure. Ouais. Et qu'est-ce qui vous inspire souvent en tant qu'artiste? Qu'est-ce qui m'inspire en tant qu'artiste? Je pense que tout m'inspire. Tout comme quoi? Tout. Comment les gens vivent, beaucoup de choses. Comment les gens vivent, ça m'inspire. Et surtout, en tant qu'humoriste aujourd'hui, tout inspire davantage. Le journaliste avec qui je suis, je vois comment il fait. Parce que si demain on me demande de faire, il va falloir que je vous imite. Donc tout inspire parce qu'on doit imiter. Nous, on est là pour interpréter, pour imiter, pour se mettre dans la peau de l'autre, pour donner vie à quelque chose qu'on n'est pas forcément. Ouais. Quelles sont les grandes difficultés du métier de comédienne et ce que vous avez rencontré comme difficulté durant votre parcours, déjà 25 ans quand même? 25 ans, moi-même je me demande si ce n'est pas que c'est 25 ans, je dois dire, est-ce que j'ai fait 25 ans? Mais j'ai fait plus que ça, donc c'est 25 ans, donc j'ai commencé il y a longtemps. Ouais. J'ai commencé, il y a beaucoup de difficultés quand on est acteur au Bénin, parce que ce n'est pas un métier qui est pris au sérieux au Bénin, parce que c'est comme de l'amusement, ça n'a pas sa place comme tous les autres métiers. Quand tu n'as pas réellement quelque chose dans ton sang ou dans tes veines qui te pousse à rester 25 ans. Non, c'est comme Éléphant et Mastakou le disait, tu n'es quand même pas la seule qui a fait avec nous. Et tu es resté pendant 25 ans. Beaucoup de difficultés. Je suis tombée des milliers de fois. Beaucoup de faux coups, beaucoup de choses, mais qui ne se dit pas, ça fait partie de la vie, au fait, quoi. Ouvert des mains, quoi. Faire de là au Bénin, franchement, il faut réellement être amoureux de ça pour le faire. Sinon, c'est pas facile. On vous a vu dans le théâtre, après on vous a vu dans des publicités, et enfin on vous a vu dans des films, que ce soit des films béninois comme des films sur le plan africain et même international. On vous a vu jouer dans Adou, vous avez joué plusieurs rôles dans plusieurs films internationaux. Dites-nous, quand vous incarnez ces rôles,
est-ce que c'est souvent difficile pour vous quand vous sortez du cadre béninois et que vous allez dans le cadre international? Apparemment, vous avez réellement fait des richesses sur moi. On m'a vu dans Adou. Très peu de Béninois savent que j'ai figuré dans Adou. Très peu de Béninois le savent. Et j'ai réellement aussi joué dans plusieurs films sur le plan international. J'ai figuré, j'ai joué dans des films. Franchement, après tout ça, 25 ans après aujourd'hui, c'est juste une fierté, une action de grâce pour moi. Je loue le Seigneur parce que apparemment... Là, c'est la fille du pasteur qui parle. Oh là 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 là, tu as appris ça là comme refrain, comme refrain dans ta bouche. Non, c'est vraiment une action de grâce qui chez Akbarami. Ce n'est pas de ma force que je suis arrivée là. Certainement, Dieu avait un plan dans ma vie et c'est pas la grâce de Dieu, c'est ça qui m'a conduit à être là aujourd'hui. Quand j'étais assis devant Canal+, l'autre fois, une publicité passe, je suis dedans, dans Adou, comme tu l'as dit. Qui suis-je pour trouver toute cette place-là si ce n'est pas la grâce de Dieu? Donc, quand votre chemin est tracé, quand vous persévérez dedans, peu importe ce qui se passe, forcément, vous trouvez votre voie. Je pense que c'est un peu ça mon histoire. Oui. Est-ce qu'il y a une scène ou un type de rôle que vous rêvez encore de jouer? Ah ouais, partagez ça avec nous. Je rêve d'autres rôles parce que il y a eu des étiquettes de rôles qui m'ont été collées et ces genres de rôles, bon, je l'ai déjà expérimenté, je ne les veux pas plus, je veux d'autres rôles. Par exemple, très souvent, les gens me disent, oui, elle pleure toujours, elle est toujours malheureuse, elle a toujours des problèmes dans les films. Tu vois, ces genres de rôles, j'en ai tellement joué déjà. C'est vrai que vous pleurez dans la vie réelle? Non, je pose une question normale. Est-ce que vous pleurez vraiment dans la vie réelle? Alors, tu me demandes ça tout comme si on est à deux, que je dois... Bon, de toute façon, on est à deux sur le plateau. Mais on est des millions de personnes. D'accord. Bon, est-ce que vous pleurez souvent dans la vie active? Oui. Beaucoup? Non, pas beaucoup. Après tout, je suis un coach. 60%, 80%? Oh, ben dis donc. Oh, bon, pleure beaucoup quand même. Non, je pleure, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, vous voulez maintenant quel genre de rôle à peu près? Oui, je veux des rôles qui sortent de l'ordinaire, ce que je n'ai pas encore pu jouer. Mais mon exemple, des rôles de commissaire, de policier, des rôles de... Jadienne cabine musulman laissez nous façon les choses que je n'ai pas encore expérimentées, je veux bien expérimenter autre chose et ça je compte sur moi-même le 25 octobre pour sortir une autre facette de moi-même. D'accord. Avis donc au metteur en scène, Grâce veut de nouveaux rôles, des rôles qui vont véritablement sortir d'autres facettes d'elle. Exactement. Certainement qu'elle aura ses rôles. Bon. Les rôles qui vont me faire affronter aussi la peur de ne pas vouloir jouer ça, beaucoup de choses, je veux ça. Vous avez joué avec beaucoup d'acteurs béninois et beaucoup d'acteurs étrangers aussi. Oui. Qui sont ceux qui vous ont le plus marqué? Et, par exemple, j'ai fait un plateau avec les Goué Clémentine. Oui. Ce qui m'a le plus marqué, c'est... Au fait, quand les gens deviennent jeunes talents au Bénin, ils pensent que quand ils montent sur un plateau de tournage, ils doivent jouer, on doit dire très bien, applaudir, c'est fini. Non, on a fait déplacer Gou. Il est gardien. En tant que gardien, il doit juste prendre la bouillie. Juste pour prendre la bouillie ou pour manger, on le coupe, on le corrige. Moi, c'est une très belle expérience pour moi. C'est pour dire quoi? Même peu importe l'année qu'on a, l'expérience qu'on a dans le domaine, au fait, quand vous êtes en face d'un réalisateur ou d'un metteur en scène, c'est lui qui sait ce qu'il veut de vous. C'est tellement bien de se laisser façonner pour qu'on sorte une autre personne de vous. Donc, ces expériences avec eux, ça m'a marqué. Des expériences avec beaucoup de films de Prince Okoudjobi m'ont vraiment marqué. Parce que c'est carrément une autre façon de travailler qui diffère de ce que je savais. Et ça m'a beaucoup appris. Oui. Comment percevez-vous alors l'évolution du cinéma béninois et africain depuis vos débuts? Moi, il y a une phrase quand on dit que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Moi, je ne partage pas ça. Tant qu'il reste à faire, quelque chose est fait. C'est à un niveau et il y a d'autres choses à faire. Il faut améliorer. Il faut améliorer, il faut que nous continuions pas à travailler davantage, c'est ce que moi je vais dire. Je me demande, je ne sais pas. On a besoin quand même de notre ministère et du gouvernement pour quand même donner une orientation à ce tas-là que nous faisons. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous sommes des sauveurs de vie. Nous sommes des donneurs de vie, nous sommes des donneurs de leçons. Nous sommes importants, tellement importants dans la société, parce que sans là, c'est ça. Le riz, c'est thérapeutique, ça guérit le cœur, ça guérit l'âme. Et
les artistes aujourd'hui ont besoin qu'on revoie un peu leur statut. Au fait, quand tu vends ce téléphone, tu le vends pour toi. Quand tu as ton économie, c'est pour toi. Mais il y a des travaux comme être artiste, c'est public. Tu travailles pour le peuple, comme être joueur, être journaliste. En ça, tu ne vends pas pour toi seul, tu es pour le peuple. Donc, qu'on le veut ou pas, le peuple, le gouvernement, ils ont besoin beaucoup plus. On a besoin qu'ils se souviennent beaucoup plus de nous et qu'ils réorientent, qu'ils nous aident à refaire ce que nous faisons. Parce qu'on ne peut pas décider de quelque chose sans l'autorité de notre pays, sans le chef de famille du pays. Donc franchement, je pense que ça, la doléance est néo-haïtienne. Parce que quand l'enfant d'un artiste tombe malade, quand il n'a pas préparé pâte pour aller vendre, il n'a pas vendu pain, il joue pour le peuple. Il fait rire les gens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le peuple a mis quoi à sa disposition pour l'aider à soulager un peu soit sa peine? Comme nous vendons pour le peuple, nous allons alors vendre une fois encore grâce, mais cette fois-ci, tu vas vendre grâce. Dans deuxième chance. Oh là là. Oh. Tu l'as cassé, comment tu fais? C'est pas moi. C'est qui? Tu vas réparer ça maintenant. Va vite chercher la scie à coller le bois. Et tu reviens ici, on va t'aider. Oui, Richard, si toi avec le bateau à 2 coups. Modeste, tu vas dans la deuxième rue. Tu vas trouver des menuisiers là. D'accord? Va vite. Vite. D'ailleurs, je te fais la surprise. Son grand frère, il nous a invités, vous et moi, dans son restaurant. Ah, j'aurais jamais eu les moyens, Dieter. Et c'est moi qui l'ai. Nous avons les mêmes problèmes. Mais voilà, nous sommes invités. Donc, il faut nécessairement qu'il réussisse. D'accord. J'ai pris bonne note. C'est un credo. Merci beaucoup, Dieter. Je vous en prie. Je le ferai. C'est quoi? Vous êtes trop dur avec le garçon. Oh, le baptême. toi la ramasse-toi. Ma soeur. Regarde, est-ce qu'il va trouver tout ce matériel? Si c'était en France, il allait porter plus. J'espère que je ne suis pas trop dur avec Grâce sur le plateau. Pas trop, un peu par moment. Ah non. Selon vous, quels sont les défis majeurs auxquels fait face aujourd'hui la nouvelle génération d'acteurs et de cinéastes? Défis majeurs. Défis majeurs. Est-ce que je vais parler de défis majeurs? Ce que je sais aujourd'hui, c'est que nous... Bon, en matière d'humour, la génération actuelle, surtout les Béninois, travaillent beaucoup. La preuve, l'année passée, moi, j'ai été représenter le Bénin sur mon premier Montreux. Et il y a 2 ans en arrière, c'est 2 Béninois qui ont gagné. Et moi, j'étais en demi-finale. Donc, en matière d'humour, je vais dire les Béninois travaillent beaucoup. De toutes les façons, moi, je ne prends jamais pour modèle ceux qui sont de l'extérieur. Nul n'est prophète chez soi, ça ne travaille pas chez moi. Nous sommes prophètes chez nous. Il y a plein de talents au Bénin. Et je me dis aujourd'hui, c'est pas un défi, ce que je ferai désormais et ce que je vais faire le 25 octobre déjà, je vais lancer de nouveaux produits. Et comme on le dit dans ma langue, ah, ça c'est intéressant. Très intéressant. Si vous aviez la possibilité d'échanger une seule chose dans l'industrie cinématographique africaine, ce serait quoi? Ce serait que ça devienne comme une structure ou une société et ceux qui sont nés avec ce virus dans leur sang puissent quand même trouver de la matière, aller travailler normalement comme tout le monde et ne pas chômer pendant des années ou rentrer en dépression. Quand j'ai vu Babab tout à l'heure, Papa Grâce, il a fait comme ça. Parce que nous ne travaillons pas en plein temps, donc on n'a pas de revenus comme il le faut. Et tout ça, ça peut rendre aussi malade plein d'artistes qui sont malades aujourd'hui. Ouais. Un coup de cœur pour les artistes. Après 25 ans de carrière, Grâce, avez-vous l'impression d'avoir accompli tout ce que vous souhaitiez ou y a-t-il encore des rêves non concrétisés? Je n'ai pas encore accompli tout ce que je veux. C'est pour ça que je veux faire ces 25 ans de carrière, pour faire le bilan du quart de siècle et me lancer maintenant pour un nouveau départ dans ce tas-là. Oui. Déjà une affiche de One Woman Show que j'ai vue très rapidement pour célébrer vos 25 ans de carrière. Oui. Dites-moi un peu comment ça va se dérouler, cette belle fête. Oh là là, oh là là, oh là là. Ouais. Oh là là. Le Grand Béret. Le Grand Béret, c'est le 25 octobre à Canal Olympia.
Et comment tout ça va se faire? Il y aura des artistes humoristes, des artistes chanteurs et des groupes folkloriques qui vont faire la première partie. Et ça va être la première fois que je fais le stand-up, le one-man show au Bénin. Donc je vais prendre la scène pour moi seule pendant 1 heure de temps. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? On va se retrouver le 25 octobre à Canal Olympia. Et à 17h, déjà, il faut qu'on soit là parce qu'il y aura 25 plats différents pour ceux qui sont maigres, parce qu'on a quand même dit 25 ans de carrière. Donc aujourd'hui, moi-même, je mange 25 fois par jour. Hein? D'accord. Ouais, Mr. OK qui a fait 60 ans, donc il mangeait 60 fois par jour. Et ce que je ne vous ai pas dit, allez-y seulement. À part le fait que j'ai pris de l'âge, et à part le fait que je fais 25 ans de carrière, je suis aussi devenue pasteur. Ah. Je suis la révérende de Maman Grâce Ifé. Et j'ai ma Bible qui est l'épître de Sainte Grâce Ifé. Et il est écrit, si toi qui me regardes, tu es un homme, tu as une femme qui dort à l'église du dimanche au dimanche, et aucun de tes enfants ne ressemble à ton pasteur, mon frère, c'est pas normal. Tu as raté ta promotion. C'est l'heure de ta délivrance. Et je dois te délivrer le 25 octobre. Est-ce que tu es prêt pour être délivré? Viens pour recevoir ta délivrance. Et toi, ma soeur, si tu vis dans une relation sérieuse, tu es une femme et ton homme ne te trompe jamais. Ma soeur, de femme en femme, c'est pas normal. Un homme, ça ment toujours. Et c'est quand ça ment un peu que c'est doux, n'est-ce pas, monsieur? C'est vous qui le dites? Vous avez compris la réponse. Donc tu as besoin d'être sur le grand béret pour que je te délivre de ça, de cette malédiction-là. Moi, je ne manque qu'une seule fois l'année, c'est le 1er avril, c'est juste pour me faire un peu poisson d'argent. d'avril, ok. Je vais alors vous délivrer grâce... Oh là là, depuis quand tu es devenu pasteur? Merci à vous, grâce à Diela. Je vous souhaite le maximum de scènes internationales. Merci. Un mot très rapidement à vos fans. Un mot, et tu vas me permettre de donner mon numéro quand même, s'il te plaît? Ah ben oui, vous passez au commercial, au service commercial juste après. Pour donner le numéro? D'accord, allez-y. Oh là là, c'est quand même 25 ans de carrière. Je suis au 01 67 32 03 27. 67 32 03 27. Merci de me contacter pour qu'on se donne cette chaleur, pour qu'on vive cette fête vivante. Je n'aime pas la célébration que vous faites aux gens quand ils sont partis là. C'est l'hypocrisie. On a besoin de faire les 25 ans ensemble pour dire oui, grâce, tu nous as fait. Tu as fait notre enfance. Voilà, on va partager cette joie ensemble. Voilà, 25 ans de carrière pour Grâce Agnella, carrément une fête grandiose pratiquement, et on sent qu'elle a encore beaucoup à donner pour la culture béninoise. Et elle vient de donner son numéro, appelez-la certainement que vous constatez qu'elle n'est pas seule dans sa tête. C'est la fin du grand format de ce dimanche 14 septembre 2025. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à tous ceux qui nous suivent partout au Bénin et dans le monde. Je souhaite une excellente rentrée scolaire 2025-2026 à tous les acteurs du système éducatif béninois. Portez-vous bien.